Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous plongeons dans 3 des attaques d'orques les plus bouleversantes jamais documentées. D'une promenade de routine le long du bassin qui s'est transformée en lutte pour la survie, jusqu'à la plus jeune dresseuse d'orques jamais attaquée au Japon. Mais d'abord, commençons dans un célèbre parc marin aux États-Unis, là où une femme de 28 ans croyait que son lien avec un puissant orque était indestructible jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur l'Oceanic World Marine Park, tandis que les visiteurs affluaient par les portes d'entrée, ignorant qu'ils allaient être témoins de l'un des incidents les plus terribles de l'histoire du divertissement marin. Le stade récemment rénové de 5000 places se remplissait rapidement, alors que les touristes cherchaient à se protéger de la chaleur estivale. Marina Lizaro, âgée de 28 ans, se tenait derrière la scène et parcourait ses notes. Sa stature élancée dissimulait la force nécessaire pour travailler avec Kaya, la femelle orque du parc pesant 4000 kg. Kaya avait été capturée en 2007 au large des côtes islandaises et était passée d'un prédateur sauvage à la vedette éclatante des spectacles à Oceanic World. Sa taille et son intelligence rendaient ses performances particulièrement spectaculaires et attiraient des foules, aidant le parc à surmonter les crises économiques. Déjà enfant, Marina trouvait du réconfort le long de la côte escarpée, où les vagues déferlantes et le vent murmureur lui offraient une échappatoire aux défis de la vie de petite ville. Sa passion extraordinaire pour les créatures marines la rendait unique. Et tandis que les couloirs de l'école étaient parfois impitoyables envers ses intérêts non conventionnels, la vaste mer lui offrait un sentiment d'acceptation et de sécurité. Poussée par cette passion, Marina poursuivit avec une détermination inébranlable un master en sciences des mammifères marins. Son travail de recherche, connu pour ses perspectives innovantes sur la communication complexe des baleines, lui valut rapidement la reconnaissance de ses collègues. Sa relation avec Kaya allait bien au-delà de la relation habituelle entre entraîneuse et animal. Marina voyait en la dame orque à la fois un esprit sauvage et une âme incomprise, qui parlait un langage bien à elle. Une série de clics, de sifflements et de gestes subtils que Marina tentait de déchiffrer. D'innombrables heures furent passées par les deux dans une connexion silencieuse où les mots doux de Marina et sa présence constante visaient à apaiser l'agitation intérieure de Kaya. Mais sous sa façade professionnelle, un conflit intérieur faisait rage. Une lutte constante entre la pression de l'industrie axée sur le spectacle et son engagement intransigeant pour le bien-être de la majestueuse créature sous sa garde. Mais qui aurait pensé que cet être serait précisément celui qui causerait sa fin ? Déjà au début de 2009, des schémas inquiétants se manifestaient dans le comportement de Kaya. L'orque femelle commençait à exécuter des mouvements stéréotypés, nageait selon des schémas répétitifs et émettait des sons inhabituels pendant la nuit. La docteure Rebecca Simpson, la vétérinaire en chef du parc, documentait des changements préoccupants. Kaya refusait de plus en plus ses repas, montrait un comportement agressif envers les jeunes entraîneurs et désobéissait de plus en plus souvent aux commandes de base. En mars, il y a eu un premier incident sérieux. Lors d'un exercice de routine, Kaya a poussé une entraîneuse contre le mur du bassin. Bien qu'il n'y ait pas eu de blessure, Marina a considéré cela comme un signal d'alerte critique. Jusqu'à l'été, le comportement imprévisible de Kaya a continué d'escalader. Elle ignorait les signaux de rappel, nageait de manière erratique pendant les spectacles et émettait des sons que même les entraîneurs expérimentés n'avaient jamais entendus auparavant. C'est alors que les signaux d'alarme ont commencé à retentir. Marina a exprimé ses préoccupations à plusieurs reprises lors des réunions d'équipe. Son entrée de journal du 14 juillet décrivait l'état de plus en plus instable de Kaya, y compris des mouvements oculaires irréguliers, le refus même de commandes simples et des gestes agressifs. Le plus inquiétant fut cependant un incident ce matin-là, où Kaya fonça vers la vitre de la zone d'observation sous-marine, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Malgré ces avertissements, la direction du parc insista pour continuer le spectacle, étant sous pression pour maintenir un nombre stable de visiteurs pendant la saison touristique importante. La première moitié du spectacle s'est déroulée avec une tension croissante. Kaya a montré son répertoire habituel, mais chaque mouvement semblait forcé. Pendant une nage sur le dos, normalement routinière, Kaya a soudainement claqué des mâchoires. Une action qui a poussé la jeune entraîneuse Maria Delgado à émettre un avertissement par radio.
Mais dans le bruit du spectacle, avec la musique assourdissante et le public en liesse, l'avertissement a été à tort compris comme un problème technique. Le moment critique est survenu pendant la séquence caractéristique du spectacle, le Hurricane Ride, une manœuvre complexe où Marina devait monter sur le rostre de Kaya, tandis que l'orque effectuait une série de rotations rapides, suivies d'une ascension verticale. Lorsqu'ils ont commencé la séquence, le langage corporel de Kaya a changé drastiquement. Ses clics d'écolocalisation sont devenus rapides et intenses et étaient clairement audibles même par-dessus la musique du spectacle. Au lieu d'effectuer la rotation douce prévue, Kaya a soudainement accéléré, son corps massif tournant violemment vers la gauche. La force a projeté Marina à environ 4,50 mètres à travers le bassin. Avant qu'elle ne puisse activer son dispositif de flottaison d'urgence, Kaya était déjà au-dessus d'elle. Le premier impact fut dévastateur. Les mâchoires de Kaya, qui ont une force de morsure de plus de 8600 kg, se refermèrent sur le torse de Marina. Les acclamations du public se transformèrent en cris lorsque Kaya secoua sa tête d'un côté à l'autre. Un mouvement qui ressemblait de manière effrayante au comportement des orques lorsqu'ils déchirent des phoques dans la nature. L'eau normalement cristalline commença à se troubler de sang alors que les puissantes dents de Kaya causaient des blessures catastrophiques. Chaque fois qu'ils apparaissaient, Kaya semblait de plus en plus frénétique. Elle ignorait les signaux d'urgence, la nourriture jetée à l'eau et même les sons sous-marins à haute fréquence destinés à désorienter les orques en cas d'urgence. Une fois, Kaya a pressé Marina contre la fenêtre d'observation sous-marine, offrant aux spectateurs horrifiés une vue rapprochée de l'attaque. Un spectacle qui devait la hanter pour toujours. L'entraîneur adjoint Miguel Rodriguez a essayé d'activer le système de filet d'urgence, mais le mécanisme était bloqué. La chef entraîneuse Lisa Cooper a activé les sons d'appel sous-marins. Mais Kaya semblait être dans un état que les experts en mammifères marins appelleraient plus tard un blocage comportemental. Totalement insensible aux stimuli externes. L'équipe d'urgence a finalement réussi à séparer Kaya de Marina à l'aide d'un système de perche spécial. Les ambulanciers l'ont immédiatement emmenée à l'ambulance, mais Marina Lizarro a été déclarée morte à 11h47. Les causes immédiates du décès étaient des traumatismes massifs et la noyade. L'enquête qui a suivi a révélé un schéma complexe d'avertissements ignorés. Bien que Marina ait documenté le comportement préoccupant de Kaya, elle était également tombée victime d'un phénomène fréquent chez les dresseurs expérimentés, la croyance que sa connexion personnelle avec l'animal compenserait tout risque. Malgré ses propres préoccupations écrites, Marina a continué à se produire avec Kaya, se fiant à leur lien de 5 ans. Des documents internes ont montré que l'agressivité croissante de l'orque avait été signalée par plusieurs employés, mais avait été constamment ignorée. Le dernier problème de maintenance avec le système de filtration semblait avoir été le déclencheur qui a poussé un animal déjà instable au-delà de ses limites. Mais l'échec réel résidait dans le déni collectif des signes évidents de stress de Kaya. Oceanic World faisait face à de lourdes conséquences. Plusieurs violations de sécurité ont été constatées, notamment en ce qui concerne la décision de la direction de poursuivre les spectacles malgré les préoccupations documentées concernant le comportement de Kaya. Les coûts d'assurance du parc ont grimpé en flèche et le nombre de visiteurs a chuté drastiquement. Début 2010, Oceanic World a finalement annoncé sa fermeture définitive. Kaya a été transférée dans une installation plus grande qui appliquait des protocoles plus stricts pour évaluer le comportement animal. Elle n'est plus jamais apparue dans des spectacles avec des entraîneurs dans l'eau et a passé ses dernières années dans un environnement plus réglementé. La mort de Marina a souligné l'importance cruciale de prendre au sérieux les avertissements comportementaux et à quel point l'imprudence peut être dangereuse lorsqu'on traite avec de puissants prédateurs. La mort de la dresseuse a bouleversé le monde des parcs marins. Mais pour le prochain dresseur, une inspection de routine tranquille après le spectacle allait mener à ses derniers moments sur Terre. Le matin du 12 juin 2007, le parc Atlantic Horizons Marine à San Diego, Californie, se préparait pour une autre journée de spectacle. Le soleil projetait d'une lueur dorée sur le stade, tandis que les équipes de maintenance travaillaient silencieusement, vérifiant l'équipement et préparant les installations pour les visiteurs du jour. L'air était imprégné du parfum familier de l'eau salée, créant une atmosphère de tranquillité. Une tranquillité qui allait bientôt être détruite par l'un des incidents les plus tragiques de l'histoire des parcs marins. Marcus Reeves, âgé de 37 ans,
se tenait au bord du bassin principal et passait en revue ses notes pour la séance d'entraînement du matin. En tant que chef d'entraîneur chez Atlantic Horizon, Marcus avait consacré sa vie à travailler avec les deux orques résidents du parc, Titan et Echo. Son chemin pour devenir l'un des entraîneurs de mammifères marins les plus respectés d'Amérique a commencé loin de l'océan, dans la petite ville d'Oak Ridge, dans l'État du Missouri. Ayant grandi dans le Midwest, Marcus a développé une fascination inhabituelle pour la vie marine après des vacances en famille en Floride, alors qu'il n'avait que 8 ans. Au moment où il a vu son premier spectacle d'orques, quelque chose a changé chez le jeune garçon. Il a commencé à collectionner des livres sur les baleines et a passé des heures à étudier leur comportement et leur structure sociale. Les murs de sa chambre étaient couverts de posters d'orques et il disait souvent à ses parents qu'un jour, il travaillerait avec ces créatures magnifiques. Après le lycée, Marcus a étudié la biologie marine à l'Université de Californie à San Diego et a obtenu son diplôme avec mention en 1992. Ses performances académiques lui ont valu un stage au Pacific Marine Center où il a commencé à travailler avec des dauphins et des lions de mer. Son talent naturel pour comprendre le comportement des mammifères marins est rapidement devenu évident et dès 1995, il avait un poste fixe au Atlantic Horizon Marine Park. Au cours des 12 années suivantes, Marcus a gravi les échelons pas à pas et a finalement été nommé entraîneur en chef du parc en 2003. Ses collègues le décrivaient comme méthodique, patient et profondément engagé envers le bien-être des animaux sous sa garde. Contrairement à certains entraîneurs qui recherchaient les feux de la rampe, Marcus préférait les moments calmes avant et après les spectacles, lorsqu'il pouvait travailler avec les orques dans une atmosphère détendue. Marcus avait cette incroyable capacité à comprendre les animaux, se souvenait Sarah Jenkins, une collègue qui avait travaillé avec lui pendant 5 ans. Il pouvait détecter les moindres changements dans leur comportement, des choses que la plupart des gens ne remarqueraient jamais. C'est précisément cela qui faisait de lui un entraîneur exceptionnel. Atlantic Horizon Marine Park a été ouvert en 1989 et se concentrait initialement sur des spectacles de dauphins et d'otaries. Le parc s'est agrandi en 1997 lorsqu'il a acquis son premier orque. Titan, un mâle de 5,5 mètres qui avait été capturé au large des côtes islandaises. Echo, une femelle orque un peu plus petite, a été ajoutée en l'an 2000 après avoir été transférée d'une installation en Californie du Nord. Ensemble, les deux orques sont devenus le centre des spectacles d'Atlantic Horizons et attiraient chaque semaine des milliers de visiteurs. Jusqu'à l'an 2007, Atlantic Horizons s'était établi comme un parc marin de taille moyenne. Pas aussi grand que SeaWorld, mais reconnu pour ses programmes éducatifs et son engagement en faveur de la conservation. Le parc enregistrait environ 5000 visiteurs par semaine, les spectacles d'orques représentant près de 70% des ventes de billets. Titan et Echo se produisaient 4 fois par jour, 6 jours par semaine, montrant leur force et leur agilité dans une série de séquences chorégraphiées. Marcus a joué un rôle clé dans le développement de ces séquences, travaillant en étroite collaboration avec les deux orques pour créer des spectacles qui mettaient en avant leur comportement naturel tout en assurant leur bien-être physique et mental. Il avait un lien particulièrement étroit avec Titan, le plus âgé et le plus grand des deux orques, et passait souvent du temps avec lui après le travail. En dehors du travail, Marcus menait une vie tranquille. Il vivait dans un appartement modeste près de la côte où il pouvait commencer chaque jour par une course au lever du soleil sur la plage. Célibataire, mais en couple avec la biologiste marine Elena Cortés, il consacrait la majeure partie de son temps libre à des projets de protection de l'environnement. Il s'engageait dans des actions locales de nettoyage de plage et donnait des conférences dans les écoles sur la protection de la nature marine. Le matin du 12 juin commença comme tous les autres. Marcus arriva à 6h30 au parc, 1 heure avant le reste de l'équipe d'entraîneurs. Ce moment matinal était particulièrement important pour lui, une occasion d'observer les orques quand ils étaient au calme et que le parc était encore silencieux. La semaine précédant l'incident, il avait remarqué quelques changements subtils dans le comportement de Titan, des vocalisations accrues et un comportement de nage légèrement plus irrégulier. Dans son entrée de journal du 10 juin, soit seulement 2 jours avant l'incident, Marcus avait écrit « Titan montre des signes d'agitation pendant les sessions du soir, refuse certains ordres, surtout dans la dernière heure avant la fermeture,
Je recommande de réduire temporairement le nombre de spectacles et d'augmenter les mesures d'occupation. » Malgré ces observations, la direction du parc a maintenu le programme régulier des spectacles, invoquant la saison estivale à venir et l'augmentation des ventes de billets. Cette décision pesait lourdement sur Marcus, qui était convaincu que le bien-être des animaux devait toujours être la priorité absolue. Lorsqu'il se tenait ce matin-là au bord du bassin avec un clipboard à la main, Marcus n'était pas conscient que ses craintes concernant Titan se réaliseraient tragiquement en très peu de temps. Les événements qui allaient se dérouler dans l'heure suivante changeraient à jamais Atlantic Horizons Marine Park et enverrèrent des ondes de choc à travers toute l'industrie du divertissement marin. Le principal bassin des orques au parc Atlantic Horizons Marine contenait 13 250 000 litres d'eau de mer soigneusement filtrée, maintenue constamment à 13 degrés Celsius. Le vaste bassin était divisé en 3 zones interconnectées. La zone principale de spectacle, visible pour le public, un bassin médical avec un fond élévateur pour les examens et un bassin de retenue arrière où les orques pouvaient se reposer entre les spectacles. Ce matin fatidique, Titan et Echo se trouvaient tous deux dans le principal espace de spectacle, tandis que Marcus effectuait son inspection de routine. Le bord du bassin était doté d'une surface antidérapante, mais des années d'exposition à l'eau avaient usé certaines sections, un détail qui devait s'avérer crucial lors des enquêtes ultérieures. À 7h15, Marcus a commencé la séance de relation matinale, une procédure standard qui servait à vérifier la réactivité des orques et à établir une connexion positive avant les performances quotidiennes. Il était accompagné des entraîneurs juniors Alex Morales et Bethany Chen, qui devaient assister à la séance et en même temps apprendre de l'expérience de Marcus. Titan semblait plus attentif que d'habitude ce matin-là, devait déclarer plus tard Alex. Ses mouvements étaient de plus vifs, moins fluides. Marcus le remarqua immédiatement et adapta la séance pour se concentrer sur des comportements apaisants. La séance de relation se déroula pendant environ 20 minutes sans incident. Marcus travailla principalement avec Titan et le guida à travers une série de comportements de base. Toucher cible, vocalisation douce et mouvement de nage lent le long du bord de la piscine. Pendant ce temps, Echo travaillait avec Bethany de l'autre côté du bassin. À 7h38, Marcus donna le signal pour le prélèvement d'échantillons d'eau, une procédure de routine pour vérifier le taux de chlore et la qualité de l'eau. En se dirigeant vers la station de test le long du bord ouest du bassin, il passa par une section où la surface antidérapante était prévue pour des travaux d'entretien la semaine suivante. Les enregistrements de la caméra de sécurité, analysés plus tard dans le cadre de l'enquête, montrèrent le moment qui a initié la tragédie. Marcus, concentré sur ses notes, sur le presse-papier, a marché sur la section usée du bord de la piscine. Son pied droit glissa légèrement, ce qui le déséquilibra brièvement. Instinctivement, il fit un pas rapide en arrière pour se rattraper, mais son talon s'accrocha au bord d'une grille de drainage. Sur les enregistrements, on voit Marcus tomber en arrière, les bras tendus, tandis que son clipboard s'échappe de ses mains et qu'il tombe dans le bassin de 12 mètres de profondeur. Le plongeon ne provoqua qu'une petite colonne d'eau, presque insignifiante compte tenu de ce qui allait suivre. Pourtant, il attira immédiatement l'attention des 2 orques. Bethany Chen, qui se trouvait à l'autre bout du bassin, activa immédiatement le signal d'urgence. Une série de sons sous-marins conçus pour rappeler les orques au bassin médical. Alex courut chercher l'équipement d'urgence, une perche de sauvetage et une bouée de sauvetage. Cependant, la réaction de Titan et Echo ne correspondait pas à ce pourquoi le personnel avait été formé pendant des années. Au lieu de nager comme conditionné vers le bassin médical, les 2 orques ont immédiatement changé de direction et ont nagé à grande vitesse vers la zone où Marcus était tombé à l'eau. Marcus, un nageur expérimenté avec une formation approfondie en sécurité aquatique, est resté calme au début. Les enregistrements des caméras de surveillance le montrent en train de flotter dans l'eau et de commencer à nager vers la plateforme de sortie la plus proche, située à environ 9 mètres. Il avait parcouru environ la moitié du chemin lorsque Titan l'intercepta. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé à une vitesse effrayante. Titan fit un tour autour de Marcus, plongea ensuite sous lui et le heurta soudainement par en dessous.
Un comportement observé chez les orques sauvages lorsqu'ils examinent des objets inconnus. L'impact a déséquilibré le mouvement de nage de Marcus, le faisant couler brièvement. Lorsqu'il refit surface quelques secondes plus tard, Echo s'était joint à Titan. Les deux orques commencèrent à nager autour de Marcus en cercle de plus en plus serré, lui coupant effectivement le chemin vers la plateforme de sortie. Leur comportement n'était pas clairement agressif à ce moment-là, mais l'empêchait de se mettre en sécurité. Alex Morales avait atteint l'équipement de sauvetage et tendait à Marcus une perche de 4,5 mètres, mais la distance était trop grande. Je n'arrêtais pas de crier qu'il devait nager vers moi, se souvint plus tard Alex. Mais les orques étaient entre lui et le bord du bassin. Ils ne l'ont pas attaqué, mais ils ne l'ont pas laissé partir non plus. À ce moment-là, d'autres employés avaient également été informés de l'urgence. La principale entraîneuse Lisa Donovan s'est précipitée dans la salle de contrôle pour activer les filets de secours, un système conçu pour créer une barrière entre différentes zones du bassin. Mais le système, qui nécessitait 2 minutes pour se déployer complètement, ne pouvait pas être activé assez rapidement pour faire une différence. À 7h42, environ 4 minutes après que Marcus soit tombé à l'eau, la situation a dramatiquement escaladé. Titan, le plus grand des deux orques, avec presque 4500 kg, a soudainement plongé profondément et a ensuite surgi sous Marcus, le soulevant partiellement hors de l'eau avec son rostre, la partie avant de sa tête. Ce comportement, qui ressemble au comportement ludique des orques sauvages avec des phoques comme proie, a projeté Marcus brièvement dans les airs avant qu'il ne retombe dans l'eau. L'impact semblait désorienter Marcus car il a commencé à nager de manière moins coordonnée. Echo, apparemment stimulé par l'activité croissante de Titan, a commencé à tourner rapidement autour de Marcus, créant des vagues qui rendaient encore plus difficile pour lui de se maintenir à la surface. À 7h44, Marcus était déjà dans l'eau depuis 6 minutes. L'équipe d'urgence du parc était arrivée au bassin, mais leurs possibilités étaient limitées. Sauter dans le bassin était strictement interdit pendant un incident actif avec un orque, un protocole de sécurité introduit après des incidents antérieurs dans d'autres parcs marins. Les caméras de surveillance ont enregistré la crise croissante avec une précision clinique. À 7h45, Titan établit le premier contact direct avec Marcus en attrapant sa jambe gauche et en le tirant sous l'eau. L'eau bouillonnait tandis que Marcus se débattait et, après environ 15 secondes, il se libéra, remontant à la surface en haletant. Le nombre d'employés rassemblés au bord du bassin avait entre-temps atteint presque une douzaine, mais leurs appels et tentatives de distraire les orques restaient sans effet. Les protocoles d'urgence ont été respectés. Des poissons appâts ont été jetés dans des zones éloignées du bassin. Des signaux acoustiques sous-marins ont été activés et la sirène d'urgence a retenti. Mais ni Titan ni Echo n'ont réagi à ces mesures. C'était comme s'ils étaient dans un autre monde, a déclaré Bethany Shen plus tard. Toutes nos formations, toutes les procédures d'urgence que nous avions pratiquées, rien de tout cela ne semblait les atteindre. À 7h47, Echo est également intervenu physiquement en poussant Marcus avec son rostre et en le poussant vers le centre plus profond du bassin. Les deux orques ont commencé à se déplacer apparemment de manière coordonnée, se relayant pour éloigner Marcus des bords du bassin où un sauvetage aurait été possible. Resté à la surface de l'eau. Sa formation lui avait appris à rester calme dans l'eau et à se déplacer lentement et de manière contrôlée autour des animaux. Mais après presque 10 minutes dans l'eau froide, sa force diminuait visiblement. Le moment le plus dévastateur est arrivé à 7h49. Titan s'approcha de Marcus par en dessous, sa silhouette massive était à peine visible dans la profondeur du bassin avant qu'il ne jaillisse vers le haut. Cette fois, Titan ne souleva pas Marcus. Au lieu de cela, il l'attrape par le haut du corps. L'orque plongea immédiatement et entraîna Marcus avec lui au fond du bassin d'environ 12 mètres de profondeur. Pendant 45 secondes bouleversantes, Marcus fut maintenu sous l'eau. Lorsque Titan le relâcha finalement, Marcus remonta immobile à la surface. Il ne nageait plus activement. Echo l'entoura une dernière fois avant que les deux orques ne s'éloignent soudainement et ne nagent vers le côté opposé du bassin comme s'ils avaient perdu tout intérêt. L'équipe d'urgence a réagi immédiatement et a déployé 2 sauveteurs qui ont atteint Marcus en quelques secondes après que les orques se soient éloignés.
Ils ont tiré son corps inanimé vers le bord du bassin où des mesures de réanimation ont été immédiatement commencées. Les secouristes, qui étaient déjà en alerte dans le parc, ont pris en charge la réanimation pendant que Marcus était transporté à l'hôpital Coastal Memorial. Malgré tous les efforts de l'équipe médicale, Marcus Reeves a été déclaré mort à 8h37. La cause officielle du décès était la noyade accompagnée de blessures secondaires au torse, correspondant à la pression énorme des mâchoires d'un orque. Les conséquences de la tragédie ont été rapides et étendues. Le parc marin Atlantic Horizons a été immédiatement fermé. Initialement, une pause temporaire des opérations a été annoncée, qui s'est finalement avérée permanente. L'enquête qui a suivi a révélé de nombreuses lacunes en matière de sécurité, allant de la surface antidérapante usée à des mesures d'urgence insuffisantes. L'agence de sécurité au travail OSHA a infligé des amendes d'un montant total de 2 400 000 $ américains pour des violations des règlements de sécurité, la plus haute amende jamais infligée à un parc marin. Les enquêtes ont également révélé que le parc avait ignoré les avertissements documentés concernant le comportement de Titan dans les jours précédant l'incident. Titan et Echo ont finalement été transférés au Ocean Sanctuary, une installation plus grande en Californie du Nord avec des mesures de sécurité améliorées et un personnel plus expérimenté. Aucun orque n'y a jamais plus performé avec des dresseurs dans l'eau. L'Ocean Sanctuary a ensuite complètement déplacé ses spectacles, passant de démonstrations axées sur le divertissement à des présentations éducatives qui se déroulaient uniquement derrière des barrières de protection. L'incident chez Atlantic Horizons a marqué un tournant pour l'industrie des parcs marins. Par la suite, des réglementations plus strictes ont été introduites, y compris des barrières renforcées entre les entraîneurs et les orques, l'interdiction des interactions dans l'eau et l'introduction obligatoire de protocoles d'urgence complets. De nombreuses installations ont décidé d'arrêter complètement leur programme d'orques. Mais aussi choquant que cet événement ait été, il pâlit en comparaison de ce qui s'est passé ensuite. Lorsque la plus jeune dresseuse d'orques du Japon a été soudainement attaquée par la créature à laquelle elle avait consacré sa vie, l'orque qu'elle appelait son âme sœur. Le 12 avril 2018 a commencé comme une parfaite journée de printemps au parc d'aventure marine d'Osaka. Des fleurs de cerisier ornaient le paysage, tandis que les visiteurs se rassemblaient pour le spectacle de l'après-midi. La foule bourdonnait d'excitation, impatiente de voir le spectacle spectaculaire avec Kuro, la star du parc de 4500 kg. Connu pour ses élégantes marques noires et blanches et ses mouvements puissants, Kuro fascinait le public par sa grâce et son intelligence. Mais sous la surface de cette journée apparemment parfaite, des premiers signes d'avertissement se manifestaient déjà, qui allaient de bientôt détruire l'illusion de contrôle. Le Osaka Marine Adventure Park a été inauguré en 1998 et se concentrait initialement sur la conservation et l'éducation. Le parc a été fondé par le biologiste marin-docteur Hiroshi Tanaka, qui l'a initialement créé comme centre de réhabilitation pour animaux marins blessés. En 2010, sous une pression financière croissante, le parc a été élargi avec des attractions plus orientées vers le divertissement. Kuro, capturé au large des côtes russes en 2007, est rapidement devenu le centre du succès croissant du parc. Au cœur de ce succès se trouvait Akira Nakamura, âgé de 22 ans. Née à Kyoto, fille d'un pêcheur et d'une biologiste marine, le lien d'Akira avec l'océan était profondément enraciné dès son plus jeune âge. Déjà enfant, elle passait des heures à regarder les vidéos de recherche de sa mère sur les orques sauvages, fascinée par leur intelligence et leur structure sociale. Dès l'âge de 10 ans, elle avait décidé de consacrer sa vie à travailler avec ces créatures extraordinaires. À 16 ans, elle a terminé le lycée et à 20 ans, elle avait déjà obtenu son diplôme en biologie marine à l'université de Tokyo, en tant que plus jeune stagiaire jamais admise au Osaka Marine Adventure Park. Son talent naturel pour interagir avec les animaux marins, en particulier avec Kuro, a rapidement attiré l'attention de la direction du parc. En l'espace de seulement 2 ans, elle était devenue la principale entraîneuse de Kuro, une performance sans précédent pour quelqu'un d'aussi jeune. Début 2018, des schémas préoccupants ont commencé à apparaître dans le comportement de Kuro. L'orque, autrefois fiable, a commencé à montrer des signes de comportement stéréotypés, des schémas de nage répétitifs et des vocalisations inhabituelles pendant les heures nocturnes. Akira a documenté ces changements avec soin.
et a constaté une agressivité croissante pendant les séances d'entraînement. Malgré ces inquiétudes croissantes, la direction du parc a insisté pour continuer les spectacles comme prévu, car elle se concentrait sur des chiffres de fréquentation stables pendant la saison touristique importante du printemps. Le matin du 12 avril était marqué par une tension inhabituelle. Kuro avait été particulièrement bruyant pendant la nuit et le système de filtration du parc avait une panne, perturbant ainsi l'équilibre délicat de son bassin. Alors que le spectacle de 14 heures approchait, le stade de 3000 places se remplissait jusqu'au dernier siège. Des familles avec des enfants excités, des touristes avec des appareils photo prêts et des groupes scolaires créaient une atmosphère animée pleine d'attente. Le spectacle a commencé avec de la musique joyeuse quand Akira est monté sur la plateforme dans sa combinaison en néoprène bleu voyante. L'apparition de Kuro a été accueillie par des exclamations admiratives lorsqu'il a percé la surface de l'eau. Les 10 premières minutes se sont déroulées comme prévu. Kuro a exécuté ses comportements de base, bien que ses mouvements semblaient un peu plus raides que d'habitude. Le moment critique est venu au milieu du spectacle. Kuro devait effectuer une série de rotations sous-marines, puis remonter à la surface près d'Akira pour exécuter un stimulus cible à la main. Au lieu de cela, il est resté immergé à l'extrémité arrière du bassin. Ce n'est qu'après presque 45 secondes que Kuro a finalement réagi et a nagé lentement vers la plateforme. Akira lui a donné le signal pour un comportement simple, un saut suivi d'un glissement sur la plateforme, l'une des manœuvres préférées de Kuro. Kuro a commencé le comportement et a partiellement projeté son corps massif hors de l'eau. Mais en glissant à nouveau dedans, son regard parcourait frénétiquement le stade. Son langage corporel a changé. Ses nageoires pectorales se raidirent et son comportement de nage devint irrégulier. Akira commença la procédure d'arrêt d'urgence et signala au personnel en coulisses de se préparer à fermer les grilles d'isolation. Ce qui s'est passé ensuite s'est développé à une vitesse effrayante. Kuro a soudainement accéléré vers la plateforme et a partiellement projeté son corps de 4500 kg hors de l'eau. Avant qu'Akira ne puisse réagir, il l'avait saisi à la taille avec ses puissantes mâchoires et l'a immédiatement entraîné dans l'eau. Les acclamations du public se transformèrent en cris lorsque l'eau s'agita violemment. Kuro entraîna Akira au fond du bassin de 12 mètres de profondeur et la maintint sous l'eau pendant presque 30 secondes avant de remonter brièvement à la surface. Le personnel d'urgence s'est précipité pour utiliser des perches de sauvetage et des filets, mais Kuro était dans un état de frénésie et projetait Akira avec une force dévastatrice à travers l'eau. Pendant presque 3 minutes, Kuro a maintenu sa proie et a tiré Akira à plusieurs reprises vers le fond du bassin. Chaque fois qu'ils refaisaient en surface, leur mouvement devenait plus faible, car l'hypothermie et le manque d'oxygène s'installaient. L'eau, normalement cristalline, commençait à se teinter de sang, alors que les puissantes mâchoires de Kuro causaient des blessures catastrophiques. Lorsque les plongeurs de sauvetage parvinrent finalement à séparer Kuro d'Akira à l'aide de perches spéciales, elle ne réagissait plus. Malgré des mesures de réanimation immédiate et des soins médicaux d'urgence, Akira Nakamura a été déclarée morte à 15h17 à l'hôpital général d'Osaka. Elle était la plus jeune entraîneuse à avoir jamais perdu la vie dans un parc marin japonais. L'enquête a révélé que la direction du parc avait ignoré plusieurs signes d'avertissement concernant la détérioration de l'état mental de Kuro. Des documents internes ont montré qu'Akira avait déposé 3 rapports officiels sur un comportement inquiétant le mois précédent. Tous ont été refusés pour des raisons financières pendant la haute saison. Le parc Osaka Marine Adventure a été définitivement fermé 6 mois plus tard. Kuro a été transféré dans un refuge marin spécialisé à Hokkaido, où il a vécu sans contact humain jusqu'à sa mort en 2022. Le secteur des parcs marins au Japon a introduit des modifications complètes des protocoles de sécurité, y compris des analyses comportementales obligatoires avant les spectacles et l'interdiction pour les entraîneurs d'entrer dans l'eau avec les orques. Aujourd'hui, à l'emplacement de l'ancien Osaka Marine Adventure Park, se dresse un petit monument avec la citation préférée d'Akira. Les plus grandes leçons de l'océan viennent du respect de ces créatures les plus sauvages. Son histoire tragique reste un rappel impressionnant de l'imprévisibilité de ces animaux majestueux et des conséquences lorsque le divertissement est privilégié par rapport à la sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Veuillez écrire dans les commentaires si vous êtes pour ou contre les spectacles d'orques.
À la prochaine vidéo.